Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Julie Beauséjour. Je suis coordonnatrice des communications et conseillère stratégique au CREL. Bienvenue à ce deuxième webinaire de la série Les Midis de l'action climatique. Merci d'être là. Merci de vous être inscrit. J'espère que vous allez trouver le sujet et le contenu de la conférence d'aujourd'hui intéressant. Et encore une fois, merci de prendre votre temps sur votre heure de dîner pour participer à ce webinaire en notre compagnie. Sans plus tarder, on va parler un petit peu du fonctionnement du webinaire d'aujourd'hui. Si ça vous convient, si ça vous intéresse, on vous demanderait de vous identifier, d'aller dans la fonction renommée et de nous dire un petit peu, on voit souvent vos noms, mais un peu pour quelle organisation vous représentez aujourd'hui. Donc, si ça vous convient, si ça vous intéresse, on aime ça savoir à qui on s'adresse, qui on a parmi nos personnes présentes. Donc, voilà, gênez-vous pas d'aller vous renommer. Ensuite, on tient à vous informer que le webinaire va être enregistré dans un souci de pouvoir être réécouté en différé par la suite pour les gens qui n'auront pas pu, ou même si vous qui êtes présents, vous souhaitez le réécouter et ça va être possible dans le futur. Je dirais environ dans 48 heures, la vidéo va être disponible sur notre chaîne YouTube. Et je tiens à vous informer aussi qu'il va y avoir une période de questions à la fin de l'événement. Donc, les 10 dernières minutes devraient être réservées pour la période de questions. Parfait. Ensuite, à propos de la conférence d'aujourd'hui, écoutez, le grand thème de la conférence, vous l'avez vu, c'est les municipalités actives pour le climat. On va parler aujourd'hui des actions structurantes pour réduire notre empreinte, le pouvoir de l'échelon municipal dans l'action climatique. Donc, comme on le sait, les municipalités sont des incontournables dans la planification d'une action climatique efficace. Donc, nos comportements en matière de transport, d'habitation et de consommation sont des sources importantes de GES et ils peuvent être fortement influencés par nos actions d'aménager nos milieux de vie. Donc, la présentation d'aujourd'hui va viser à outiller les acteurs municipaux en présentant des principes, des pratiques en aménagement urbain qui permettent de pleinement s'engager dans l'action climatique. Nos conférenciers aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Antoine Chamberlain, qui est conseiller en aménagement et en urbanisme pour l'entreprise Vive-en-Ville. Antoine est titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat en géographie à l'Université de Montréal. Dans ses recherches, il s'est entre autres intéressé aux dynamiques de marchandisation du foncier dans les espaces périurbains du Myanmar et ailleurs en Asie du Sud-Est. Il a ainsi développé des aptitudes en recherche qualitative de terrain et en analyse territoriale, en rédaction et en cartographie thématique. Depuis son arrivée chez Vivre en Ville, il travaille principalement sur le rôle des milieux de vie sururbains dans la lutte aux changements environnementaux. Voilà. Notre autre conférencière aujourd'hui, ils vont partager l'animation d'ailleurs de la conférence. Donc, ça ne sera pas à tour de rôle. Ils vont animer ensemble la conférence d'aujourd'hui. Nous allons avoir également Amandine Rambert qui va s'adresser à nous, qui est directrice de projet également chez Vivre en Ville. Donc, Madame Rambert est titulaire d'une maîtrise en urbanisme et membre aussi de l'Ordre des urbanistes du Québec. Madame Rambert s'intéresse aux enjeux de mobilité, de localisation des activités, de consolidation urbaine ou encore de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle coordonne tant des projets que des accompagnements et des mandats conseils auprès des municipalités du gouvernement du Québec. Elle a auparavant travaillé comme consultante en urbanisme à Gatineau et à la Ville de Paris. Elle a contribué à l'émergence de Paris Métropole comme attachée politique. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférenciers. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite, comme on a juste une heure. Je pense que ça vaut la peine. Alors, vous allez les voir apparaître sous peu, Antoine et Amandine. Voilà. Et je vais cesser le partage de mon écran pour mettre votre diaporama de votre côté. Juste une petite seconde. Pas bien long. Si vous voulez commencer à... Oui, d'accord. Alors, merci Julie, puis le Creux pour l'invitation. Merci à tous d'être là. On est vraiment heureux de pouvoir vous partager nos travaux aujourd'hui, puis de voir que vous partagez aussi notre intérêt pour le sujet.
Donc, moi, c'est Amandine Rambert et je suis à Vivre en Ville depuis un bon moment et on vient vous parler aujourd'hui du pouvoir des municipalités pour agir dans la lutte contre les changements climatiques. Je vais prendre un peu d'avance sur la présentation, comme ça va. Ah, est-ce que ça s'en vient? Oui, elle Je s'en voulais vient, ça ne vous... sera pas bien long, je Ah, suis ok, c'est désolée. c'est bon. Ben, c'est pas grave. Donc, Vivre en ville, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, on est une organisation d'intérêt public. On est basé à Québec. On a des bureaux à Montréal et à Gatineau aussi, et on agit dans tout le Québec. Notre mission, c'est de contribuer au développement de collectivités viables. Donc, dans le fond, ah, parfait. Est-ce que je peux le... j'ai pas l'air de pouvoir passer les diapositives directement. Fait que, Julie, si tu veux passer à la suivante. Parfait. Merci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, si je vous le dis un peu plus simplement, on va traduire les principes du développement durable dans tout ce qui est lié au territoire, donc autant en termes d'aménagement, de mobilité, d'efficacité énergétique, économie, verdissement. On intervient aussi en agriculture urbaine, sur les questions de design urbain, de législation, de bâtiments durables, etc. Tu peux passer. On agit beaucoup sur la question territoriale et pour ça, on travaille non pas à une seule échelle, mais à différentes échelles, autant celle du bâtiment, de la rue, du quartier que de la région. Tu peux passer. Vous nous connaissez peut-être pour nos activités de plaidoyer, donc qui font en sorte qu'on sort régulièrement dans les médias. Notre directeur général Christian Savard en particulier, beaucoup sur des questions de mobilité et d'aménagement. Ce que vous voyez peut-être moins, c'est qu'on travaille beaucoup avec beaucoup de municipalités depuis longtemps pour les appuyer dans des multiples projets, donc qui peuvent être sur n'importe lequel des sujets que je vous ai dit tantôt. Ici, je vous ai mis quelques exemples de modélisation de design urbain, de requalification de quartier. Tu peux passer. On a aussi un volet important qui consiste à monter des projets de recherche et de formation dans lequel, en fait, qui va nous permettre d'élaborer des publications. Donc, on va chercher à développer les connaissances sur des sujets assez pointus et essayer de les restituer pour que les acteurs terrain aient les informations en main et puis soient guidés dans l'action pour intervenir efficacement sur ces sujets-là et avec à l'appui les meilleures pratiques, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Bon, ça, c'est nos publications des 10 dernières années. Il y en a de plus en plus. On travaille depuis le début sur la question environnementale, mais de plus en plus sur le climat. Ah. Pour le climat, on a travaillé sur des méthodologies d'intervention justement au niveau municipal avec la publication planifiée pour le climat. On a fait des études pour évaluer les émissions de GES qui sont émises en fonction des différents types de milieux ou des localisations sur le territoire. En tout cas, je ne vous détaillerai pas toutes nos publications là-dessus. Il y en a une qui est un petit peu cachée là-dedans, qui s'appelle Municipalité Amis du climat, sur laquelle on va s'appuyer pour la présentation d'aujourd'hui. Ça, c'est une publication qui s'est appuyée sur des accompagnements assez poussés avec 6 municipalités au Québec, avec lesquelles on a été tester les méthodologies et les manières de travailler pour avoir un impact significatif sur le climat au niveau municipal. On a travaillé avec Québec, on a travaillé avec Longueuil, Candiac, Plessisville, Victoriaville et Nicolet. Et ça nous a permis de tester ces différentes méthodologies, puis accompagner ces municipalités dans l'action pour vous présenter quelque chose de solide et puis continuer à avancer là-dessus. Ça a pris la forme d'une communauté de pratique. Puis, si vous êtes intéressé à ce sujet-là, on recrute présentement la deuxième cohorte de cette communauté de pratique. Donc, s'il y a des municipalités parmi vous qui souhaitez être accompagnées sur cette question climatique, vous pourrez nous faire signe par après. Suivant, s'il te plaît.
Comment ça va se passer? On va être à deux voix, mais c'est surtout Antoine qui va tenir le micro. On va d'abord vous parler de l'échelle municipale dans l'action climatique, donc quelle place peuvent prendre les municipalités par rapport à cette question du climat. Comment est-ce qu'elles peuvent planifier avec un volet peut-être un petit peu plus théorique. Et puis ensuite, dans une dernière partie, on va vous présenter plusieurs exemples d'actions concrètes. Donc, Antoine, je te cède la parole. Oui, donc bonjour, moi c'est Antoine Chamberlain. Je vais prendre la relève pour la suite de la présentation. La raison pour laquelle on place l'échelle municipale au centre de l'action climatique chez Vivre en Ville, c'est parce que c'est de plus en plus évident que ce sont les milieux de vie qui vivent les plus graves conséquences des changements climatiques. Bien sûr, on ne peut pas associer chacun des aléas qui se produisent au changement climatique qu'on voit ces temps-ci. On ne peut pas les associer directement au changement climatique. Il faut plutôt regarder les tendances à la hausse pour l'occurrence de certains de ces aléas-là. Donc, là, Julie, il faudrait changer, c'est ça, moi, je n'ai pas le contrôle, c'est bien ça. En fait, tu peux changer à la suivante. OK, parfait. Merci. Donc, on peut, parmi les aléas dont je parlais, on peut penser à l'érosion des berges qui est en partie due à la montée du niveau des mers. Cette érosion-là met évidemment en danger les constructions et le milieu de vie qui se retrouvent près des berges. Là, tu peux changer encore une fois. Si on vient plus dans les basses terres du Saint-Laurent, les aléas les plus récurrents sont évidemment les inondations qui font suite aux crues printanières, commencent malheureusement à devenir la routine annuelle pour plusieurs municipalités là, dans beaucoup de régions du Québec. Tu peux changer. On peut également penser au bon vieux verglas qui risque d'être plus fréquent à mesure que les hivers vont s'adoucir. Évidemment, on a eu un bon avant-goût de 198 dans le sud du Québec. Tu peux passer à la suivante. Et finalement, on souffre maintenant plus de vagues de chaleur l'été. On le sent fortement dans les dernières années. Les étés sont de plus en plus chauds, puis on s'attend à ça encore une fois cette année. On bat les records constamment. Donc, la question des îlots de chaleur est devenue absolument incontournable là, au niveau des changements climatiques. Malgré tout, les changements climatiques peuvent parfois avoir l'air lointain de nous, autant en termes de distance que de temps. Mais au contraire, c'est ici et maintenant que ça se passe. Les milieux de vie sont en première ligne des changements climatiques d'un point de vue humain, mais ils sont aussi malheureusement les premiers responsables. On emploie souvent les termes hausse et catastrophes naturelles pour parler des changements climatiques, mais au final, ils sont beaucoup plus le résultat de l'action des activités humaines plutôt que de cycles naturels qui seraient magiquement indépendants des activités humaines. Tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Évidemment, l'incontournable responsable des émissions de GES au Québec, c'est assez bien connu, c'est le transport motorisé qui émet une quantité phénoménale de GES. Il y a plus de 40% du total des émissions de GES qui proviennent de ce secteur-là et malheureusement, ceux-ci sont encore en hausse. Tu peux changer. Un autre élément dont on ne parle pas assez, c'est la fragmentation et la destruction des milieux naturels, des écosystèmes, notamment par le quadrillage du réseau routier, la coupe forestière, la monoculture, l'urbanisation. Tout ça, ça réduit considérablement la valeur des services écosystémiques rendus par les milieux naturels et ça contribue aussi fortement à l'affaiblissement de la biodiversité. Tu peux changer. Tu peux laisser la prochaine aussi. En plus de tout ça, il y a, les milieux naturels et humains deviennent de moins en moins résilients, ce qui accélère encore plus la dégradation. On rentre dans une espèce de cercle vicieux. À ce chapitre-là, on peut penser à la surminéralisation des surfaces qui peut nuire considérablement à la gestion des eaux pluviales. On a un bon exemple sur la photo où c'est le boulevard des Caries, où il y a de nombreuses inondations dès qu'il y a des grosses pluies. Finalement, on a la pollution de l'eau et de l'air qu'on respecte dans nos milieux. Il y a plusieurs exemples qui défraient les manchettes là, dans les dernières semaines, notamment le nickel à Québec, entre autres. Et fait intéressant et inquiétant que j'ai appris récemment, la semaine passée en fait, le principal pollueur des océans par microparticules, c'est le pneu automobile. Il y a 30% des microparticules de plastique dans les océans qui proviennent directement de la dégradation des pneus sur les routes, donc juste les voitures qui roulent. Donc, tous ces exemples-là nous démontrent l'importance capitale de l'échelle municipale dans la lutte au changement climatique. Les milieux de vie peuvent donc soit faire partie de la solution, soit faire partie du problème.
Les municipalités peuvent directement intervenir sur deux principales facettes de la lutte au changement climatique, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte climat et l'adaptation au changement climatique. Tu peux changer. Pardon. Juste revenir une avant, s'il te plaît. Oui. Évidemment, tout ça, ça peut donner le vertige là, de se concentrer comme ça sur tous ces problèmes-là. Ça peut aussi, paradoxalement, paralyser l'action. Il y a beaucoup de municipalités qui peuvent se sentir démunies à ce niveau-là, soit qu'elles ne savent pas comment s'y prendre, soit qu'elles ont besoin d'aide pour démarrer, soit qu'elles ne sont pas sûres que leurs citoyens soient prêts pour tous les changements que l'action climatique implique. Heureusement, il semble que les citoyens soient, somme toute, très préoccupés par les problèmes environnementaux. Il y aurait 93 % des Québécois qui pensent que les changements climatiques concernent leur génération, 79 % des Québécois qui se disent préoccupés par les changements climatiques, et pas seulement dans les grands centres urbains, comme on pourrait penser des fois, là, puisque 74 % des habitants à l'extérieur des grandes régions de Québec et de Montréal sont convaincus également de l'urgence d'agir contre les changements climatiques. Donc, on peut dire que les élus ont toute la légitimité pour agir en ce sens. Par contre, c'est sûr que l'ouverture de certains citoyens peut se refermer lorsqu'on propose des mesures qui vont venir en partie changer leurs habitudes de vie qui sont très ancrées depuis longtemps. Cette crainte de déplaire peut pousser les municipalités à adopter des mesures qui permettent de réduire un peu les changements climatiques, du moins les émissions de gaz à effet de serre, mais qu'au final, vont presque rien changer dans les modes de vie des citoyens qui alimentent les émissions de gaz à effet de serre. Parmi les exemples classiques, et tu peux changer de slide, s'il te plaît. Est-ce que vous voyez la... Oui, exact. Merci. Des fois, prendre du temps à charger. Donc, parmi les exemples classiques de ce genre de mesures-là, comme je parlais, on pourrait citer le remplacement des ampoules dans le système d'éclairage public, l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou l'utilisation de panneaux solaires comme source d'énergie. Ces mesures-là ont l'avantage de faire baisser les émissions de GES tout en changeant presque pas les habitudes et les façons d'habiter la ville des citoyens. Malheureusement, le côté négatif de ça, c'est qu'on remarque que dans pas mal tous les cas, c'est qu'après avoir adopté ce genre de mesures-là, les municipalités vont frapper un plateau dans leur réduction de gaz à effet de serre. Donc, les mesures ont un effet assez rapide, un effet non négligeable, assez rapide, mais l'effet ne se fait pas ressentir sur le long terme de façon récurrente. Tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Donc, ici, sur la diapo, je vous présente un graphique qui illustre ce que je viens de mentionner de façon un peu plus visuelle. Si on regarde les mesures situées en haut de la figure, on peut voir que la tarification des services municipaux, la gestion de matières résiduelles ou même la planification des transports ont effectivement un effet non négligeable sur les émissions de GES. En plus, la période de mise en œuvre de ces mesures-là est somme toute assez courte. Par contre, on voit que les effets bénéfiques ont tendance à s'estomper relativement rapidement après quelques décennies. Si on regarde plus bas dans le tableau, c'est l'aménagement des infrastructures, la planification détaillée et le zonage qui remportent la palme, parce que les gains qui sont associés à ces stratégies-là sont récurrents et ça alimente l'attractivité des milieux qui sont déjà faiblement émetteurs. Donc, il y a comme une espèce de cercle vertueux qui se met en place. Évidemment, c'est des mesures qui nécessitent plus d'efforts sur une plus longue période de temps. Par contre, ça paye parce que pour la planification détaillée et le zonage, on parle d'effets qui se font sentir sur des siècles, voire 1000 ans, comme on peut voir sur la diapo. Vite comme ça peut paraître un peu exagéré, mais on a juste à penser aux villes européennes urbanisées depuis le Moyen Âge. Leur configuration urbaine initiale structure encore aujourd'hui les façons d'habiter et de circuler des gens qui demeurent dans ces villes-là. Donc, les gains qui sont liés à l'aménagement sont récurrents. Donc, si les effets négatifs peuvent se faire sentir pendant des décennies d'un aménagement inadéquat, bien, il en va de même pour les effets bénéfiques. Donc, il faut juste s'assurer de créer un cercle vertueux au lieu de créer un cercle vicieux qui peut faire que les effets négatifs vont se faire sentir très, très longtemps. Tu peux changer. Mais donc, en voyant tout ça et en parlant des GES de transport, on pourrait se demander pourquoi ce ne serait pas mieux de miser sur des plans de transport qui visent à réduire les GES plutôt que l'aménagement du territoire, surtout quand on sait que le transport est l'émetteur numéro 1, en tout cas au Québec. L'idée dans la priorisation de la planification de l'aménagement, c'est de réduire les distances plutôt que d'essayer de réduire les émissions une fois que la mobilité motorisée est rendue nécessaire à cause d'un aménagement inadéquat. Donc, on veut couper les émissions directement à la source en rendant directement la mobilité motorisée
moins nécessaire en aménageant des villes qui sont plus denses et dont les services sont mieux localisés. Donc, on doit s'y prendre en s'inspirant de l'approche réduire, transférer, améliorer, adoptée par la politique énergétique 2016-2025 du Québec. Tu peux changer de diapo. Cette approche-là consiste à améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, entre autres des véhicules, par des stratégies de recherche, développement et de diffusion des technologies. Tu peux changer. On cherche également à transférer, c'est-à-dire qu'on veut accroître la part des modes durables, surtout marche, vélo, transport en commun, en adoptant une stratégie de gestion de la demande de mobilité durable. Tu peux changer. Et on veut réduire, c'est-à-dire qu'on cherche à réduire carrément les besoins de mobilité en ciblant directement l'aménagement des formes urbaines, la localisation des activités et la densité résidentielle. Tu peux changer. Par contre, l'idée ici, c'est de prioriser l'étape réduire. Donc, on prend le tout à l'envers de ce que je viens de vous dire. Le but, c'est de rendre les deux autres étapes moins nécessaires. Comme je disais, on doit chercher à réduire les distances parcourues en aménageant mieux les milieux de vie. L'aménagement répond directement aux deux premières étapes les plus importantes, c'est-à-dire réduire l'empreinte et transférer les parts modales. La course à l'électrification massive du transport qui se fait dans l'urgence, en ce moment, n'aurait probablement pas été nécessaire si on avait ménagé autrement qu'en misant tout sur le transport individuel depuis presque 100 ans. Donc, les effets de l'aménagement des dernières décennies vont continuer à se faire sentir encore pour longtemps, y compris dans notre recherche de solutions à la crise climatique. C'est sûr que ça sonne un peu à contre-courant à notre époque où la mobilité est reine, mais l'objectif, c'est de réduire la nécessité des déplacements en véhicules motorisés, qu'ils soient à essence ou électriques, ou peu importe la technologie qu'on va très probablement développer là, dans les prochaines décennies. Tu peux changer. Donc, étant donné que l'aménagement du territoire et de nos municipalités impacte à très, très long terme nos façons d'habiter le territoire, c'est essentiel d'avoir une démarche de planification intégrée qui prend en compte autant les échelles temporelles, court, moyen, long terme, que les échelles spatiales, maisons, projets, quartiers, milieux de vie, villes, agglomérations, ainsi de suite. Tu peux changer. Par contre, il y a évidemment des limites à avancer en solo dans la planification. Ça ne peut pas être juste l'affaire de quelques aménagistes et urbanistes qui planifient dans un bureau fermé. Pour réduire les émissions de la collectivité, c'est impossible de composer sans la population et les grands acteurs du territoire, évidemment. La démarche d'action climatique s'appuie donc sur un subtil équilibre entre, d'une part, écouter la science, c'est-à-dire organiser une réponse à la hauteur de l'urgence de la crise, et d'autre part, en écoutant les citoyens, en prenant en compte leurs besoins. Tout ça, c'est évidemment facile à dire parce que même si on écoute la science, entre guillemets, on construit un peu l'avion en plein vol parce que tout change très, très rapidement. Donc, les gains sur les émissions sont pratiquement impossibles à prédire. Et de l'autre côté, même si on écoute les citoyens, ça ne veut pas dire qu'on aura l'appui de tout le monde et que l'ensemble des citoyens va vouloir aller dans le même sens, à la même vitesse, à la même intensité. En plus de ça, la participation citoyenne, ça demande du temps et de l'effort, comme toute démarche de collaboration d'ailleurs. Donc, tout ça, ça nous amène à devoir accepter une certaine part d'incertitude dans nos actions. C'est pour ça que malgré l'urgence climatique, paradoxalement, il ne faut pas prendre des décisions en panique dont on peut payer les conséquences imprévues pendant très longtemps, comme je vous ai montré, ce qui peut nous nuire dans nos capacités à mobiliser les forces vives qui sont nécessaires à l'action climatique. Les forces vives sont... tu peux changer la diapo aussi. Les forces vives sont tous les acteurs qui peuvent contribuer activement à la planification de notre action climatique, étant donné que la plupart des interventions nécessaires à l'action climatique concernent des propriétés foncières et immobilières privées. Toute planification qui va ignorer ces acteurs-là, les acteurs sur le terrain, peuvent être fortement compromises. C'est beaucoup plus facile pour les citoyens, les professionnels, organisations de la société civile de se mobiliser quand ils ont le sentiment qu'ils sont les parties prenantes dans la réflexion et dans l'action climatique. Ça implique évidemment de faire certaines concessions dans la collaboration pour pouvoir planifier inclusivement l'action climatique. La participation à la mobilisation des acteurs ne peut pas juste être de façade, parce que dans ce cas-là, c'est aussi bien de ne pas collaborer du tout et d'être beaucoup plus dans l'information que la collaboration. Par contre, si on veut inclure les autres dans le processus, il faut s'assurer que leurs paroles et leur avis soient réellement pris en compte, parce que sinon, ça peut alimenter une certaine frustration et parfois un cynisme. Un point de départ pour mobiliser les acteurs dans l'action climatique qui peut sembler anodin, c'est de choisir des indicateurs concrets et mobilisateurs. Il faut chercher à dépasser le simple
indicateur d'émission de GES, parce qu'en vérité, ça parle à personne à part une poignée d'initiés, et même là. D'abord, on peut difficilement comprendre ce que représentent ces chiffres-là en termes d'ordre de grandeur. Des tonnes de gaz, c'est assez difficile à se représenter. C'est comme si on calculait la distance entre la Terre et le Soleil en centimètres. C'est pas mal dur de se représenter ce genre de distance-là. C'est pour ça qu'on en utilise d'autres. Donc, un indicateur, ce n'est pas juste une mesure, c'est un outil de communication pour passer un message et c'est surtout un outil de mobilisation. Ensuite, les indicateurs GS, c'est difficile d'associer les actions à entreprendre pour affecter directement le simple indicateur en GES. Évidemment, on connaît les GES liés au transport, mais ça se limite pas mal à ça. Donc, on est mieux d'utiliser les indicateurs comme des outils pour les actions transversales. Sur la diapo ici, on a quelques exemples. On peut parler de GES, mais on est mieux d'en parler de façon à montrer les bénéfices collatéraux et complémentaires de la réduction des GES. De cette façon-là, c'est bien plus simple pour les citoyens de s'approprier les mesures de réduction des GES puisque ça touche directement leur quotidien, leurs habitudes de vie et leur comportement au quotidien. Donc, les 5 points importants pour le choix des indicateurs, c'est qu'ils doivent être facilement communicables, facilement mesurables, facilement associables à des comportements qui peuvent les influencer. Ils doivent être ciblés dans le temps et ils doivent être adaptés aux enjeux spécifiques de la municipalité pour être sûr qu'on mesure bien les bonnes choses. Il ne faut pas voir ça comme une perte de temps ou une perte d'énergie. Les indicateurs peuvent faciliter l'appropriation des actions par les citoyens et donc la mobilisation. Donc, tout ça, ça devient en quelque sorte stratégique dans la planification de l'action climatique. Les indicateurs peuvent nous aider à souligner que l'action climatique s'insère dans à peu près tous nos comportements et toutes nos habitudes de vie. Tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Donc, l'action climatique, ce n'est pas juste une affaire ponctuelle, ça doit devenir un réflexe qui s'immisce dans à peu près tout. Il faut se fixer l'objectif que 100% des pratiques et décisions municipales et des projets approuvés contribuent à l'action climatique d'ici 10 ans. Ça peut paraître un vœu pieux comme ça, mais ça peut se concrétiser par des actions tangibles, des actions très concrètes. D'abord, pour planifier l'action climatique, il faut connaître l'état des lieux. Donc, il faut faire un diagnostic climat pour chaque municipalité. Ensuite, il faut faire un test climat pour l'ensemble des projets et des décisions prises à l'échelle de la municipalité pour voir si ceux-ci vont plus nuire ou aider à l'atteinte des objectifs. Et finalement, c'est sûr qu'il va y avoir des projets, des décisions qui sont essentielles dans notre société, mais qui ne contribuent pas à atteindre les objectifs définis dans notre action climatique. Donc, on doit développer le réflexe de monter des chantiers climat pour ces projets-là et qui vont nous permettre de minimiser leur empreinte climat au maximum. Et ça, évidemment, ça peut s'appliquer aux décisions et projets qui ont été adoptés avant la planification de l'action climatique. Donc, plus concrètement, sur quoi on va chercher à plancher à travers notre action climatique? Tu peux changer de diapo, s'il te plaît. On cherche à intervenir directement sur l'aménagement du territoire, comme je disais tout à l'heure, pour réduire les émissions de GES. Évidemment, comme au Québec, la moitié de nos émissions de GES viennent du secteur des transports. C'est logique de s'attaquer directement à la mobilité. Par contre, plutôt que de se contenter d'améliorer les technologies de transport, un peu comme on fait en ce moment, on veut s'attaquer directement à l'aménagement qui favorise les déplacements motorisés depuis presque un siècle. Donc, il faut viser à créer un cadre favorable au report modal, c'est-à-dire qu'on veut se servir de l'aménagement pour que ce soit non seulement souhaitable d'utiliser la mobilité active, mais que ce soit aussi le choix logique, le choix confortable. Ça passe par des distances à parcourir plus courtes pour rejoindre les différents services de proximité, des modes actifs qui sont plus compétitifs, notamment pour les déplacements utilitaires, et une priorité qui est plus juste accordée à l'automobile. Ça passe entre autres par une diminution de l'espace qui lui est dédié, la diminution des vitesses permises et l'optimisation et réduction des espaces de stationnement. Donc, en gros, on doit offrir un réel choix. Techniquement parlant, on peut toujours choisir de marcher ou prendre le vélo pour aller à peu près partout, mais c'est généralement l'aménagement de la ville qui va déterminer le choix qui nous semble le plus logique et le plus confortable lors de notre prise de décision quant à notre mode de transport. Je vais te repasser la parole, Amandine. Merci. Oui, donc dans le fond, vous comprenez que l'idée, ce n'est pas de forcer tout le monde à changer sa mobilité du jour au lendemain et puis à vendre sa voiture et puis se déplacer uniquement à pied pour le restant de ses jours. L'idée, c'est que pour les personnes qui le souhaitent, qui le voudraient,
pour certains déplacements, au moins, il y ait la possibilité de faire autrement si on le désire. Et puis ça a toutes sortes de bénéfices aussi sur le plan de l'équité pour les personnes qui ont des plus faibles revenus et pour qui la voiture peut représenter un budget considérable. Pour des raisons d'équité aussi en matière de capacité à se déplacer, etc. Tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Il existe toutes sortes de stratégies différentes pour intervenir sur l'aménagement du territoire en vue de réduire les GES en transport. Je vous en présente quelques-unes, c'est vraiment pas exhaustif. Puis on peut intervenir, comme vous voyez, à plusieurs échelles. À l'échelle de l'agglomération, je vous propose de regarder le concept de la ville des 15 minutes, qui a été très populaire si vous travaillez en aménagement du territoire dans les dernières années. La notion d'étalement zéro ou encore comment faire croître la ville sans s'étaler ni alourdir le bilan carbone, les questions de réseaux structurants, de transport en commun pour les plus gros milieux qui sont dotés d'un système de transport. À l'échelle du quartier, on peut travailler dans tous les milieux avec le concept de centralité, le Transit Oriented Development ou TOD qui a été très utilisé dans la communauté métropolitaine de Montréal, la réqualification, la consolidation de secteurs, puis à l'échelle de la rue, par exemple, sur la notion de corridor, en travaillant sur les infrastructures ou les parcours, ou encore tous les concepts d'aménagement de rue, que ce soit la rue apaisée, conviviale, complète, partagée, piétonne. Il en existe une grande variété. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à travers certains de ces concepts et qu'on puisse voir comment, en les mobilisant, on est capable d'avoir un impact significatif sur les émissions. Suivant, s'il te plaît. Ici, le concept de la ville des 15 minutes, vous voyez une représentation qui en a été faite lors de la campagne électorale d'Anne Hidalgo pour la ville de Paris. L'idée derrière la ville des 15 minutes, c'est de mettre de l'avant finalement la question de la pénibilité versus le confort et le plaisir associé au déplacement. L'idée, c'est que chacun puisse avoir accès en moins de 15 minutes à la plupart de ses destinations du quotidien sans voiture, donc à pied, en vélo ou en transport en commun. Ce concept-là de la ville des 15 minutes, il en existe une infinité de variantes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Parfois, ça inclut le travail, parfois non. Ce qu'il faut en retenir, c'est le principe derrière, mais évidemment, il n'est pas applicable tel quel, mur à mur, dans tous les milieux. Puis, la situation est quand même assez différente entre un contexte européen puis un contexte nord-américain. Suivant. On est capable de regarder quand même en matière de planification, qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de se rapprocher d'une réalité dans laquelle chacun pourrait avoir cette option de se déplacer rapidement pour accéder à toutes ces destinations du quotidien. Concrètement, ça voudrait dire de travailler à localiser le mieux possible toutes ces activités sur le territoire. Ça veut dire aussi identifier des centralités, donc des pôles, des cœurs de quartier, des centres-villes, noyaux villageois, petits pôles de voisinage, etc., pour que l'ensemble des secteurs habités de la ville bénéficient d'une centralité à proximité. Et qu'on dirige les activités selon leur rayonnement dans là où les centralités les plus adaptées. Bon, là, si on reste dans le modèle théorique, mettons qu'il y aurait un hôpital à localiser dans cette ville fictive demain, mais il faudrait privilégier un emplacement dans la centralité d'agglomération. Si jamais il y avait une épicerie, on privilégierait n'importe laquelle des centralités locales, donc qui sont indiquées en jaune. Des bureaux qui vont attirer des gens depuis l'ensemble de l'agglomération seraient aussi dans la centralité d'agglomération, etc. Puis, on peut aussi enrichir ce concept avec la notion des corridors structurant de transport en commun pour les villes qui bénéficient d'un réseau performant puis à haute fréquence. Là, je vous présente le modèle en version grande ville, mais diapositive suivante, s'il te plaît. Ça fonctionne depuis toujours dans nos villages partout au Québec. C'est comme ça qu'ils ont été conçus avant l'automobile, où dans le fond, n'importe qui pouvait aller à distance de marche
vers le noyau villageois. Donc, c'était vraiment construit, tricoté, serré. L'idée, c'est de s'inspirer finalement de ces modèles anciens, y compris dans des milieux plus habités. Suivant. Je vous remets le même schéma ici dans un milieu rural cette fois. Donc, s'il y a un bureau, un hôtel de ville, un équipement public important, dans le fond, il faudrait le localiser dans le cœur de village, du village le plus important, de la MRC par exemple. S'il y a des services de proximité, ils pourraient se trouver à la fois dans ce noyau villageois ou dans n'importe lequel des villages de la région, des activités qui ne vont pas contribuer à la consolidation du milieu de vie et pas vraiment améliorer les distances à parcourir, comme par exemple de la vente de machinerie agricole ou un concessionnaire automobile où on ne se rend pas non plus tous les jours, en tout cas pas tout le monde. Eux, on pourrait les localiser dans des milieux qui sont déjà aménagés à l'échelle de l'automobile, puis aux abords du réseau routier supérieur. Ça pourrait très bien fonctionner de cette manière-là. Puis les activités incompatibles avec les milieux de vie, évidemment, dans des zones industrielles ou les secteurs qui les isolent des milieux habités pour limiter les risques et les nuisances de ces activités. Suivant. Ce qui est intéressant aussi quand on s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'on s'est vite rendu compte que ce n'est pas tous les milieux qui émettent les mêmes émissions, les mêmes ordres de grandeur d'émissions par habitant. On a fait l'exercice dans de nombreux territoires de regarder quels emplacements, quels secteurs dans la ville, le village, permettent d'avoir la plus petite empreinte possible aux habitants qui s'y trouvent. Puis, dans le fond, ça rejoint tout ce qu'on vous a expliqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'un milieu qui serait central, qui serait dense, dans lequel il y aurait un grand nombre d'activités du quotidien dans lesquelles on se rend régulièrement, mais aussi une offre de transport intéressante et variée pour s'y retrouver. Les habitants qui habitent là, ce n'est pas tous qui vont avoir un comportement sans voiture ou une seule voiture par ménage et puis faire tous leurs déplacements à vélo, en covoiturage ou autre. Mais statistiquement, ils vont avoir un bilan carbone par habitant qui est beaucoup plus faible. À l'inverse, donc là c'est en vert. À l'inverse, en rouge, on voit les milieux qui sont les plus périphériques, qui sont aménagés ou qui sont loin de tout finalement et qui ont assez peu d'options de transport. Dans ces milieux-là, ça va pas mal être la voiture ou le camion qui vont être les seules options. Donc là, le bilan moyen par habitant, il va être beaucoup plus élevé. Ce qui est indiqué, le périmètre en noir, c'est les secteurs qui ont le meilleur potentiel de transformation. C'est-à-dire que si on rajoutait, dans certains cas, une ligne de transport en commun, dans d'autres cas, la requalification d'un boulevard, la requalification d'une friche industrielle, etc., ces milieux-là pourraient avoir un bilan qui s'améliore. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre en compte la croissance attendue qui est planifiée dans tous les exercices de planification et essayer de la diriger en priorité vers les secteurs qui ont la plus petite empreinte, de telle manière que les ménages qui vont s'y retrouver vont aussi avoir la chance d'avoir un plus petit bilan carbone chacun. Encore une fois, ce n'est pas automatique, ça dépend des comportements et des contraintes et envies de chacun. Mais statistiquement, on va s'y retrouver et ça va permettre de faire en sorte que accueillir de nouveaux ménages, ça ne se traduise pas par un alourdissement du bilan carbone par habitant, mais par une diminution. Suivant. On a fait ici, à l'intérieur de ce périmètre dans lequel il y a le meilleur potentiel pour réduire les émissions, on peut ensuite aller regarder avec les logiciels de SIG, parcelle par parcelle, les parcelles qui ont le plus de probabilité de se transformer à court, moyen ou long terme. Par exemple, parce que la valeur du terrain est supérieure à la valeur du bâtiment. Donc, on sait que s'il y a des promoteurs sur ce territoire, ça va être un terrain qui pourrait cibler en priorité pour démolir et et proposer une activité à plus haute valeur ajoutée. Ça peut être des grands terrains par rapport à l'occupation du bâtiment, de l'activité qui est dessus.
Ça peut être des bâtiments désuets qui sont en fin de vie utile, etc. Donc, on est capable de les cartographier et ensuite de voir lesquels forment des espèces de grappes ou sont dispersés et qui peuvent appeler des stratégies différentes. L'objectif étant d'accueillir davantage de ménages dans ce territoire-là, je le rappelle. Donc, on peut regarder à la diapositive suivante. On a fait l'exercice pour Plessisville dans le cadre de la communauté de pratique municipalité amis du climat. Ça, c'est la carte que ça a donnée sur les parcelles qui ont un bon potentiel de transformation pour accueillir la croissance dans le milieu déjà urbanisé. Fait que vous voyez qu'il y a quand même il y a quand même un bon potentiel, alors qu'on a l'impression que tout est déjà bâti puis qu'il n'y a pas vraiment d'options à l'intérieur du milieu habité. Suivant. Puis, pour ce qui est des grappes, donc les secteurs dans lesquels on peut avoir une intervention plus significative, il est possible d'aller modéliser la transformation optimale du territoire de manière à la fois répondre aux besoins des habitants qui sont déjà là autour ou sur place dans certains cas et aux nouveaux habitants qu'on pourrait y accueillir. Ici, dans cette modélisation, on a l'accueil potentiel de 102 nouveaux ménages à distance de marche du centre-ville. Ça représenterait 15% de la croissance attendue d'ici 2040. Donc ça, c'est des nouveaux ménages qui... donc là, c'est une transformation, pardon, je veux dire, qui vient améliorer le cadre bâti parce qu'on avait des activités avec une faible valeur ajoutée, là, des grands stationnements, des galettes à cet endroit-là, alors qu'il y a un grand potentiel avec la proximité de la rivière puis du centre-ville. Donc non seulement on vient embellir et améliorer le milieu, mais en plus, on vient rajouter des ménages qui vont contribuer à la vitalité du centre-ville, et à la vitalité de ces commerces, de ces services publics, etc. Sans parler du fait que si on les accueille ici, ça veut dire qu'on ne les accueille pas ailleurs en détruisant des terres agricoles, des milieux humides, déboisés, etc. Donc, ça peut être un exercice, ce type de terrain, on en trouve dans un peu toutes les municipalités. Suivant. Si on revient à la carte du potentiel préliminaire qu'on peut identifier à l'intérieur des milieux qui ont le meilleur potentiel de réduction, on peut regarder cette fois-ci comment intervenir sur les terrains qui sont plus dispersés. On les voit ici en vert, par exemple. Suivant. Je vous présente ici la suite de l'exercice pour Plessisville encore, où on a été regarder à partir de la forme des parcelles, de la taille des marges avant, arrière. Reviens s'il te plaît, merci. Quelles parcelles concrètement pourraient accueillir davantage de ménages sans changer la réglementation existante ou le moins possible. Donc là, dans le fond, ça prendrait d'autoriser tout simplement les pavillons secondaires, donc la construction d'un deuxième bâtiment d'habitation sur le même terrain. Puis on a regardé selon les différentes implantations possibles quel est le potentiel et on est capable d'accueillir 370 ménages sans changer fondamentalement le caractère des quartiers résidentiels et avec une transformation très légère finalement de l'existant. Suivant. Donc, on a modélisé les parcelles qui sont les plus, qu'on retrouve le plus sur le territoire. Je vous en montrerai deux exemples. Ici, on voit une parcelle à peu près carrée dans laquelle on est capable d'aller insérer un petit bâtiment d'habitation en fond de terrain qui respecte les normes incendie, etc. Et les marges arrière et latérales pour limiter l'impact en termes d'ombre, portée, de vue, d'intimité par rapport aux voisins et par rapport aux ménages qui seraient dans le bâtiment principal. Suivant. Et pour l'image suivante, c'est une autre implantation possible, donc, qui ressemble plus à un agrandissement latéral du bâtiment, en reprenant les mêmes codes architecturaux évidemment que l'existant pour ne pas trancher et s'insérer le plus harmonieusement possible. Là, l'idée, c'est pas d'agrandir pour que le ménage qui habite là soit plus à l'aise. Là, l'idée, c'est vraiment d'accueillir un nouveau ménage. Dans la plupart des cas, quand ça se concrétise, ce genre de projet, c'est des parents du ménage qui viennent emménager là ou les ados qui
prennent leur indépendance ou des amis ou des parents éloignés. Fait que c'est rarement des inconnus complets. Donc voilà, pour la question de la densification douce et comment ça peut répondre à quand même un certain nombre des besoins de croissance sans aller étaler la ville encore plus. Antoine, je te redonne la parole. Oui, merci. Donc, on vous a parlé de, grosso modo, là, dans les dernières minutes, de l'étape de la planification, notamment douce, qui permet de réduire les distances à parcourir. Maintenant, je vais plus aborder en détail le processus de requalification des secteurs qui sont sous-utilisés et bien localisés. Ces espaces sous-utilisés sont un peu le nerf de la guerre, là, de la densification marquante, parce qu'ils sont souvent des espaces qui sont bien localisés et qui ont probablement déjà eu une certaine pertinence dans les espaces centraux de la municipalité par le passé. Par contre, la localisation ne fait pas foi de tout. Là. Il faut que les activités qui s'y déroulent aient un certain sens et que ça répond aux besoins de la population. Tu peux avancer. Donc, on a probablement tous en tête là, un espace mal utilisé dans nos municipalités respectives, là, qui est un peu devenu quasiment un running gag là, pour les concitoyens. On peut penser à des grands terrains en friche, des centres d'achat désuets ou des grandes aires de stationnement beaucoup trop grandes. Les municipalités changent, mais c'est normal d'avoir ce type d'espace désuet parce que les activités changent, tout ça, c'est normal. Par contre, il faut saisir sa chance en ciblant ces espaces-là pour intensifier le développement résidentiel dans des secteurs qui sont bien localisés. On ne parle pas ici nécessairement d'un unique énorme terrain, là, comme ce qu'on voit sur la diapo. On peut avoir un secteur avec différentes grandeurs de terrain qui peut représenter une bonne superficie si on les combine, si on les voit avec un œil un petit peu plus global. Donc, je répète un peu ce qu'Amandine a dit, mais plus la valeur du terrain est démesurée par rapport à la valeur du bâti qui se retrouve dessus, plus le potentiel est bon. Ça veut dire que la localisation est bonne et que le bâti sur le terrain peut être optimisé en changeant la vocation. Tu peux avancer les diapos. Ça, c'est juste des exemples là, de ce type d'espace-là qu'il y a dans à peu près toutes les villes. Antoine, donc, dans un contexte d'augmentation. Je m'excuse, j'ai pris trop de temps pour ma partie, mais oui. On va manquer de temps. Je crois qu'il va falloir aller à l'essentiel. Tout est de ma faute. OK, c'est bon. Ouais, une ligne, une diapo. Parfait. OK, donc pour la requalification, je vais juste l'aborder très rapidement. Ici, c'est un exemple de requalification d'espace de stationnement. C'est une modélisation, ça ne s'est pas produit en réalité, mais c'est une étude qui a été faite dans le cadre des accompagnements à Victoriaville en 2019. Tu peux avancer. Donc, on a vu que dans les espaces de stationnement qu'on voit ici, là, présentement, c'est des espaces de stationnement qui sont bien localisés dans le centre-ville. Juste dans ces espaces-là, on peut accueillir la croissance résidentielle pour 1 an et 4 mois, ce qui donnerait 12,2 % des ménages attendus durant toute la décennie 2020. Donc, ça pourrait accueillir là, plein de ménages dans les endroits qui sont déjà faiblement émetteurs. Tu peux passer à la suivante. Sur la simulation ici, on voit ce que le stationnement là, actuel peut donner si on le regarde à travers une autre lunette. Tu peux avancer. Ça peut donner ça. Donc, on voit qu'on peut accueillir différents services, formes d'habitation. On va réussir à créer un milieu de vie dans un endroit qui était assez désagréable là, pour quiconque n'utilise pas le fameux stationnement. Ce qui est le plus intéressant, c'est que le bâtiment bleu en bas à droite, c'est un stationnement à étage qui couvre la même superficie de stationnement que la surface initiale. Donc, au final, on densifie, on construit des milieux de vie denses et on ne perd rien niveau stationnement. Donc, on n'est pas obligé de toujours perdre quelque chose. Tu peux avancer. Donc là, on va sauter au niveau du secteur numéro 2, à gauche de la diapo. Tu peux changer. Mais ça pourrait devenir ça, ce qui était également un stationnement. Ça peut devenir un milieu de vie qui abrite différentes fonctions pour lesquelles on n'a pas besoin de choisir entre la densification et le verdissement. Là, on parle de 86 logements à distance du centre-ville et de 6300 mètres carrés de commerce et bureaux, simplement en requalifiant un stationnement. Tu peux avancer. Donc, en requalifiant le stationnement, on peut améliorer un niveau de vie, réduire un milieu de vie, pardon, et réduire la superficie des îlots de chaleur, canaliser la croissance urbaine dans les endroits qui sont déjà faiblement émetteurs et plein d'autres bénéfices complémentaires comme préserver les terres agricoles indirectement. Tu peux changer. Je ne sais pas si on a le temps d'aborder le réseau de rue. Qu'est-ce que tu en penses, Amandine? On peut peut-être les passer très rapidement, Okay. puis on va quand même laisser du temps pour les questions.
OK, parfait. Donc, évidemment, si on veut s'attaquer à la mobilité par l'aménagement, la mobilité motorisée par l'aménagement, ben, il faut penser aux rues, évidemment. Ici, je vous présente 3 types de rues, c'est-à-dire rue complète, rue apaisée, rue piétonne. C'est 3 types d'aménagement, comme vous voyez, en termes d'ampleur, puis en termes de mode de transport qui va circuler sur ces voies-là. Ils partagent quand même quelques objectifs communs, c'est-à-dire des aménagements plus sécuritaires, des cordes de déplacement plus conviviaux, plus agréables, et ils veulent améliorer le partage du réseau routier des villes en lui donnant un rôle dans l'aménagement de milieux de vie plus agréables. Donc, de créer ce genre d'aménagement-là, que je vais vous présenter très, très brièvement là, par la suite, les effets bénéfiques de ça, ça dépasse là, les fameux indicateurs GS dont je parlais au début. D'abord, ça réduit les coûts publics parce que les routes centrées sur le transport motorisé, ben, ça coûte une fortune à aménager, à entretenir, comme vous le savez sûrement. Ça permet aussi de réduire les inégalités d'accès à certaines parties de la ville. Ça améliore la santé en favorisant l'activité physique. Ça augmente l'achalandage dans les commerces et l'esthétique. Donc, il y a plein de bénéfices transversaux là, qui dépassent là, les simples émissions de GS. Tu peux avancer. Donc, les prochaines diapos, c'est juste pour vous montrer comment on peut améliorer à peu près tous les types là, de rues et de routes. Tu peux avancer. Il y a également différentes... Je vais juste revenir à la précédente. Il y a également des chaussées, des rues partagées qui peuvent être aménagées dans certains cas. Évidemment, ça ne peut pas fitter partout. Je suis obligé de passer rapidement, mais on a une publication qui se nomme Rue apaisée qui discute de toutes ces options-là. Je vais mettre le lien dans le chat là, pendant les questions. Tu peux avancer. Ça, c'est un exemple d'une rue à Granby où la maison unifamiliale règne. Évidemment, on ne peut pas transformer cette rue-là en rue piétonne ou partagée parce que la densité ne le permet pas. Mais il y a quand même moyen, la ville de Granby a quand même trouvé le moyen d'aménager ça pour améliorer le partage de la route. Tu peux avancer pour voir la photo après. Donc, il y a un avant et un après. Donc, il y a moyen d'améliorer à peu près tous les types de rues, là, peu importe la densité démographique des milieux de vie. Tu peux avancer encore. Tu peux avancer encore. On va skipper ça. Là. Donc, ça conclut pas mal ce qu'on voulait vous parler. Évidemment, on est obligé de passer rapidement, mais on a beaucoup de publications, là, comme on a pu vous le laisser savoir durant la présentation. La présentation d'aujourd'hui se base sur la publication Planifiée pour le climat et Municipalité Amis du climat. Et vous allez pouvoir les retrouver sur le site, sur notre site web. Je vais mettre les liens là, vers ces pages-là dans le chat là, pendant la petite période de questions. Tu peux changer. Donc voilà, merci de votre écoute. On va avoir une période d'échange très brève, mais merci de votre écoute. On est tout oui pour vos commentaires et questions. Alors, merci beaucoup. Je vais m'ajouter là pour que vous me voyez aussi. Alors, merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup, Antoine, de votre excellente présentation. J'espère que vous avez apprécié tous les gens qui étaient à l'écoute. Arriverait le moment de la période de questions. Juste un moment, je vais remettre mon diaporama à moi. Ça ne sera pas bien long. Écoutez, pour la période de questions, comment on peut fonctionner? On pourrait fonctionner en mode hybride, dans le sens où si vous avez des questions que vous aimeriez prendre la parole, vous pourriez lever la main dans les réactions et je pourrais vous autoriser la parole, mais aussi vous pourriez les écrire dans le chat et Amandine et Antoine seraient disponibles pour y répondre. Alors, voilà, je vais simplement remettre mon diaporama. 2 petites secondes. Normalement, on est plusieurs, mais on est en effectif réduit actuellement. Je suis vraiment désolée. Je dois faire tout ceci aujourd'hui comme une grande fille seule. Alors, ce ne sera pas bien long. J'ai un petit peu de délai par rapport à l'habitude. Alors, voilà. Vous voyez, Amandine, l'autre présentation? Oui, OK, parfait. Alors, vous pouvez soit lever la main. Moi, je vais activer
la liste des spectateurs pour voir qui lève la main, si vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez aller dans les questions et réponses. Ah oui, j'ai une question ici de Mireille Asselin qui dit « Est-ce que ce sera disponible sur vidéo ainsi que les documents, s'il vous plaît, car j'ai eu des problèmes de branchement? » Oui, oui, aucun problème. Ça va être disponible d'ici 48 heures, l'ensemble de la conférence d'aujourd'hui en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Je vais mettre le lien sur notre site Internet aussi. Puis la présentation également de nos deux conférenciers va être disponible sur notre site Internet. Y a-t-il d'autres questions dans la discussion? Ah, merci. Vous pouvez aller voir aussi dans la discussion, Antoine a mis plusieurs liens très intéressants. Puis Antoine, je pourrais reprendre les liens aussi pour les mettre sur notre site Internet pour être sûr que les gens qui n'ont pas pu assister à la présentation. Est-ce qu'il y aurait d'autres gens qui auraient des questions? Je ne vois pas les mains levées. Oui, j'ai un spectateur qui a une main levée. Agnès, je vous permets la parole maintenant. Voilà, on vous écoute. Il va falloir activer votre micro. Ce sera pas bien long. Demandez de réactiver le son. Madame Agnès, si vous n'êtes pas capable d'activer votre micro, vous pouvez écrire votre question dans le chat ou dans les questions-réponses. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez les mettre. Je lis beaucoup de merci pour la belle présentation. C'était très intéressant. Oh, Antoine, je vais juste les mettre à tout le monde, mettre à tous plutôt qu'aux tes panélistes pour les liens. Je vois une question de Jonathan Théoret sur l'impact de l'étalement urbain. On aurait pu faire une conférence juste là-dessus. Évidemment, l'impact, il est désastreux pour de multiples raisons. L'impact climatique, il est vraiment majeur. Pour là aussi, plusieurs raisons. Les principales, c'est que on va détruire généralement des milieux naturels, des milieux agricoles dans lesquels il y avait des capacités d'absorption de l'eau, notamment de gestion naturelle de l'eau. Et quand on les détruit, on vient imperméabiliser ces sols-là et se couper de plusieurs services écologiques que jouaient ces milieux-là, notamment capacité d'éponge. Et ça se traduit par des inondations catastrophiques comme on voit de plus en plus souvent là, dans la dernière décennie. Évidemment, aussi, ça représente des émissions de gaz à effet de serre très significatives et des impacts récurrents si jamais ils sont urbanisés. Donc, c'est généralement des milieux qui sont loin de tout, qui sont construits selon une très faible densité. Donc, ça fait des gens qui vont s'installer là et qui vont être complètement dépendants de la voiture et qui vont être obligés de conduire des grandes distances pour n'importe lesquels de leurs déplacements. Donc, on ne leur donne pas vraiment le choix que d'avoir une grande empreinte écologique. Il y a encore un tas d'autres arguments là-dessus, mais je ne détaillerai pas plus que ça, sauf si vous m'interpellez à nouveau là-dessus. Parfait. Je vois que Agnès Léveillé a réussi à activer son micro. Est-ce que vous voulez parler, Madame Léveillé? Ça ne fonctionne toujours pas. Si vous voulez le mettre dans le chat. On a une question de Cécilia Macedo. Que faites-vous de la résistance au changement dans les rues habituellement réservées aux voitures et qui deviennent maintenant piétonnières avec des pistes cyclables unidirectionnelles? Cette question de la résistance au changement, elle est vraiment cruciale, comme Antoine l'a expliqué tantôt. Et je crois qu'il faut intervenir le plus en amont possible pour limiter au maximum cette résistance-là, parce qu'une fois qu'il y a des citoyens qui se sont mobilisés contre un projet, ça devient très difficile de travailler là-dessus et d'arriver à une solution qui crée une forme d'adhésion. Pardon. Mon Zoom fait des siennes aujourd'hui. Oui.
Donc, je crois que ça prend des exercices de participation citoyenne en amont. Dans un processus idéal, on associerait même les citoyens à l'exercice de réflexion sur la transformation de la rue. C'est l'occasion d'aller chercher quels sont les besoins réels des gens. Est-ce qu'il y a plus envie d'aller vers du verdissement ou plus vers une piste cyclable très large, par exemple? Après, il y a des rues qui permettent de faire tout ce qu'on veut parce qu'elles sont très, très larges au départ, mais ce n'est pas toujours le cas. D'avoir un petit coin de jeu pour enfants ou autre. Donc, je crois qu'on vient chercher pas mal de richesses dans les projets quand on implique notamment les résidents de la rue en question en amont. Puis oui, les pistes cyclables unidirectionnelles, c'est en tout cas dans chaque direction, c'est l'idéal en matière de sécurité. Amandine, Madame Macedo a levé la main pendant que peut-être qu'elle veut échanger précisez avec votre toi. question si vous voulez. Oui. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Effectivement, on a procédé à des consultations citoyennes et puis les gens étaient contre. C'est ça le problème. Ils étaient contre les changements sur leur rue qui étaient à deux sens, qui est devenu à un sens. On a mis la piste cyclable là-dessus, on a mis des trottoirs plus larges, tout ça. Mais il y a comme une résistance, il y a comme un clash aussi je dirais, d'âge, là, de personnes plus âgées avec des familles qui arrivent, disons, de Montréal. Moi, je suis à Laval et qui veulent des pistes cyclables. Donc, il y a comme pas une confrontation, mais disons là, comme un choc d'aspiration. Oui, c'est ça. Puis d'âge, de génération. Donc, ben oui, mais c'est effectivement une situation qu'on observe un peu partout au Québec, surtout quand il y a un renouvellement, comme vous dites, là, de la population. Ça accentue encore plus ces effets de clash ou en tout cas de tension parmi les gens. On a pas mal étudié cette question-là et une des bonnes pratiques qui ressort, bon, c'est vraiment pas la seule, mais une des bonnes pratiques qui ressort, c'est de commencer avec des aménagements temporaires ou des projets pilotes qui permettent de tester des affaires. Les gens qui sont très opposés, généralement, sont plus ouverts à quelque chose de temporaire et de léger dans un premier temps. Puis, dans certains cas, ça permet de faire se rendre compte que c'est pas si pire ou même qu'il y a des avantages à cette nouvelle configuration. On peut aussi en profiter pour corriger des choses qui auraient peut-être été perfectibles dans le premier jet, puis ensuite aller vers quelque chose de plus durable, pérenne, dans un deuxième temps seulement. Puis ça peut être long, ce processus-là, mais ça aide en général sur les questions d'acceptabilité pour faire évoluer un petit peu les choses et puis permettre aux populations qui aspirent à autre chose de s'y retrouver aussi. Merci. Alors, on a le message de Mme Léveillé dans les questions et réponses. Elle demande une municipalité qui est intéressée à avoir vos avis, de quelle façon elle doit procéder. Merci pour la question. Je suis contente. Il y avait du suspense depuis tantôt. Oui. Merci de votre intérêt. Oui, nous, on travaille fort, puis on aimerait qu'il y ait des actions climatiques qui émergent partout, fait qu'on a envie de vous épauler. On a souvent plus de demandes que de capacités, mais on fait notre possible pour épauler au plus possible les municipalités. Puis comme je disais tantôt, on a un projet en ce moment qui nous permet d'accompagner dans la durée, pendant 1 an et demi en fait, 5 municipalités au Québec qui veulent travailler spécifiquement sur les enjeux des milieux de type banlieue qu'elles peuvent avoir sur leur territoire. Et ça s'appelle Municipalité Amis du climat. Fait que peut-être que Antoine, tu pourrais partager notre appel à candidature dans le chat pour ce projet-là. Sinon, ça peut être simplement de nous écrire à info@commercialvivre-en-ville.org. Sur notre site web, vous allez trouver l'adresse aussi avec votre demande. Et puis, ça ne reste pas sans réponse. Là, ça c'est acheminé au bon interlocuteur et puis vous aurez... ça va sans doute arriver sur mon bureau, qui va pouvoir vous aiguiller de mon mieux si vous avez des questions spécifiques.
Je vois une autre question de Lynn Coulombe qui demande comment contrer l'attrait du mode de vie de banlieue actuellement exacerbé par le télétravail et la pandémie. Et sinon, comment contrer l'attrait des municipalités qui n'appliquent pas ces concepts en compétitivité avec promoteurs et accroissement de citoyens? C'est une question multiple. Oui, beaucoup de questions dans une question. Merci pour la question. Contrer l'attrait du mode de vie de banlieue, c'est un gros chantier que vous vous mettez là. Ça repose sur énormément de valeurs individuelles, de représentations culturelles. Je crois que c'est difficile de se battre contre ça. Ce que nous, on recommande par rapport à ça, c'est vraiment d'aller travailler sur les cadres de vie alternatifs qu'on propose dans les noyaux villageois, centre-ville, quartiers centraux, en tout cas selon le milieu. Selon votre milieu, vous pourrez choisir quel est le meilleur terme, mais parfois, quand on se compare, on se rend compte qu'on n'offre pas un cadre de vie si attrayant que ça. Fait que de travailler à le rendre le plus attrayant possible, plus vert, plus facile pour se déplacer, plus de choses intéressantes à proximité, plus de convivialité, mais un meilleur design dans les espaces publics. Ça peut être aussi d'aller chercher qu'est-ce qui fait l'attrait de ces milieux de banlieue. Donc, ce qui revient souvent, c'est la question de la proximité à la nature, mais paradoxalement, quand on va s'installer proche de la nature, généralement, on la détruit dans le processus. Donc, c'est pas si évident que ça, mais dans les quartiers qui ont la meilleure empreinte écologique, par exemple, est-ce qu'il y a suffisamment d'accès à des parcs, je sais pas, la rivière, selon le milieu, etc. Donc, est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Sur le point de vue du logement aussi, c'est l'envie d'avoir une maison au milieu d'un jardin avec une porte qui donne directement sur la rue, une cour arrière, etc. Là, si on va un peu décortiquer tous ces éléments-là, il y a plusieurs études qui font la liste de ces différents, tous ces petits points qui font que ça devient attrayant. Et il est possible d'aller les travailler pour les traduire dans leur version urbaine, disons. Donc, on a un projet présentement qui s'attache exactement à ce point-là. Si vous me laissez vos coordonnées, je pourrais peut-être vous tenir informé quand on aura de quoi à partager concrètement sur ce sujet-là. Mais par exemple, des maisons en rangée, ça peut répondre à beaucoup de ces préoccupations, de s'assurer qu'il y a des espaces extérieurs, que ce soit privatifs ou partagés, mais de qualité puis de grande taille, qui soient offerts dans chacun des logements, qu'il y ait aussi des logements de grande taille avec un grand nombre de chambres. Et puis, ça peut être aussi d'offrir des petits logements et qui répondent aux besoins des aînés qui veulent peut-être déménager pour se rapprocher de tout, mais ne plus avoir besoin de s'occuper de la cour, si on peut jardiner, de gérer les affaires extérieures. Donc, ces gens-là, si on leur offre une offre intéressante pour ceux, en tout cas, qui peuvent rester autonomes, ça libère aussi des maisons qui peuvent répondre aux besoins des plus jeunes ménages. Donc, après, c'est un équilibre qui se refait. J'ai peut-être un peu débordé de votre question, mais allez mettre le doigt et accentuer sur les bénéfices de la ville, puis du cadre de vie que ça peut offrir. Je pense que c'est gagnant pour éviter que ce soit le seul modèle, le modèle de la banlieue. C'est encore moi. On a une question de David Modelin, je m'excuse si je vous débaptise un petit peu. Terrain de golf abandonné, est-ce qu'il y a des solutions possibles? Oui, alors ça, c'est une question très, très compliquée et qui a défrayé les manchettes dans les dernières années. Les terrains de golf qui ne sont plus utilisés ou sous-utilisés, il y en a de plus en plus, puis ça peut être une opportunité extraordinaire quand ils sont bien localisés. Donc là, il n'y a pas de solution unique pour les golfs. Ça va être vraiment du cas par cas en fonction des besoins du milieu, puis en fonction de la localisation, encore une fois. Dans certains cas, la meilleure solution, ça va être de les requalifier et d'en faire un quartier de ville en accueillant des nouveaux ménages, en accueillant un équipement public qui faisait défaut dans ce secteur-là. Donc, d'aller consolider la ville et répondre aux besoins orphelins en tablant sur la localisation.
Dans certains cas, ça peut être de les transformer en espaces verts, mais ce n'est pas si évident que ça que c'est la meilleure solution tout le temps parce que ça coûte cher d'investir au niveau municipal pour acheter un golf et le transformer en espace vert. Ça va vouloir dire généralement détruire une partie du terrain pour faire un stationnement qui permette à plus de personnes d'en profiter. Fait que c'est pas une question très facile. J'arriverai sans doute pas à apporter toutes les nuances nécessaires, mais sur cette question-là, vous pouvez aller sur le site de Vivre en Ville. On a publié plusieurs chroniques sur cette question épineuse des golfs. Donc, si vous voulez avoir toutes les nuances, allez voir nos chroniques sur ce sujet-là. Écoutez, on a débordé quand même pas mal pour le moment. Je vais arrêter de prendre des questions si ça ne vous dérange pas. Les conférenciers nous ont donné leurs coordonnées si jamais vous avez des questions spécifiques ou vous avez des demandes à leur faire de collaboration, gênez-vous pas, vous allez pouvoir communiquer avec eux. On va clore le webinaire, on a déjà débordé de 15 minutes. Un énorme merci encore d'avoir été là, d'être encore là, vous êtes encore nombreux à être là. On va vous envoyer dans les prochains jours un sondage d'appréciation de ce webinaire. En fait, quand vous allez fermer la fenêtre, il va apparaître tout seul. Donc, on vous invitera à y répondre. Nous, ça nous permet de nous améliorer en continu pour nos prochaines éditions. On est désolé pour les petits pépins techniques aujourd'hui, mais somme toute, je pense que ça c'est quand même, on a réussi à livrer l'ensemble de ce qu'on avait à livrer. C'est une bonne nouvelle. Alors voilà, merci d'y répondre. Notre prochain webinaire va avoir pour thème l'urbanisation, la densification et le transport en commun. Ça va avoir lieu le mardi 10 mai de midi à 13h. Si vous allez sur notre site web, c'est déjà possible de vous inscrire. J'avais écrit le lien d'inscription dans le clavardage, mais je ne pourrais malheureusement pas le faire étant donné que j'anime aujourd'hui. Donc, je n'arrive pas à aller sur notre site web. Et de toute façon, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi, écrivez-nous au CREL, sur la page Facebook, sur le site web, sur les courriels, n'importe où. On va pouvoir y répondre. Voilà. On remercie évidemment nos deux conférenciers d'aujourd'hui de leur temps, de la qualité du contenu qui nous a été livré aujourd'hui. On est vraiment très contents de vivre en ville. Amandine Rambert et Antoine Chamberlain, un gros merci à vous deux. Merci à tous. On doit souligner l'appui financier du gouvernement du Canada dans le cadre de l'ensemble de la série de webinaires auxquels vous avez pu assister aujourd'hui. Et on vous dit un énorme merci. Bon retour à tous pour la suite de la journée et au revoir.